In the moonlight's tender glow, with you I'll forever go. Underneath the stars we'll find an eternal love, one of kind. In your arms my soul is free, to a place where only we can be. Through the laughter. Les jeux vidéo, ces mondes virtuels où des milliards de personnes s'évadent chaque jour, semblent être devenus des terres fertiles pour les scénaristes et les producteurs de cinéma. Avec leur univers riche et leurs histoires captivantes, ils attirent un public conséquent. Explorant des contrées fantastiques, combattant des monstres et vivant des aventures épiques, le jeu vidéo est alors le moyen parfait pour s'évader dans une autre vie. Une vie dans laquelle vous êtes le héros, dans laquelle tout est alors possible. Un Eldorado permis par l'implication du joueur. Il n'est pas seulement spectateur, il est acteur. Lorsqu'un joueur lance son jeu, il est absorbé dans les moindres détails du tableau qui lui est dépeint. Être fan du jeu vidéo, c'est avoir des souvenirs qui se confondent avec le réel. Des souvenirs créés par des moments mémorables qui s'y sont déroulés. Des combats compliqués où la satisfaction d'avoir réussi est forte. La satisfaction d'avoir surpassé un danger et par ce fait d'avoir gagné. Dans ce monde dans lequel le jeu vidéo est symbole d'une liberté pour la personne devant sa télé, le pari serait de transposer cette force, ces univers déjà montrés sous une autre forme. Une forme intéressante pour raconter ce qu'il est possible de raconter, en plaisant aux fans de la première heure comme aux novices de ces univers virtuels. Dans ce monde, les studios de cinéma se lancent souvent dans ces adaptations pour profiter du succès des jeux et de leur large base de fans. Mais satisfaire à la fois les joueurs et le grand public est un défi de taille. Les attentes des fans peuvent être aussi vastes que les mondes virtuels qu'ils arpentent, et décevoir par ce film, c'est tuer ce film et ses potentielles suites. Car oui, au-delà d'une histoire, le jeu vidéo permet de faire travailler l'imaginaire du joueur pour se sortir de situations. Donner aux personnages joués une personnalité propre et dans certains cas un non-sens. Car dans certains jeux, ils ont une personnalité, une histoire, un passé. D'autres en revanche sont l'avatar du joueur, il est risqué de jouer de façon officielle avec ses marionnettes déjà bloquées dans un moule. La possibilité offerte par le jeu vidéo, c'est de devenir le personnage. Utiliser le même dans une œuvre cinématographique, c'est enlever cette dimension au joueur, c'est forcer une vision du personnage. C'est en cela qu'il est important que Link de la série de jeux The Legend of Zelda n'ait pas de voix. Il est le joueur, d'où la possibilité malheureusement retirée récemment de le renommer au début de chaque jeu. On est Link, les dialogues avec les autres personnages nous pousse à nous imaginer les voix. Notre voix intérieure se mélange alors à Hyrule. C'est une grande force des jeux. Nintendo a prévu un film avec Link comme personnage principal. Cela pourrait être animé, cela devrait être animé. On pourrait penser alors à un film à l'inspiration Ghibli, dans cet univers avec ses personnages, mais ce film est prévu en live action. J'avoue être dubitatif, donner un visage à Link, d'un acteur, sans lui donner la parole, avec cette esthétique, cela peut vite virer au kitsch. Je vous présente en direct, par ma réaction, la tâche ardue de réaliser un film à partir d'un jeu vidéo, et qu'il n'y ait aucune réticence des joueurs. Un film et une œuvre en général n'est aucunement faite pour plaire à tout le monde, car déjà c'est impossible et que chacun a sa vision. J'ai un avis qui est subjectif et je n'ai objectivement pas la parole divine. Peut-être que ce film sera très bon, peut-être que Link sera respecté dans son essence, et que mes craintes s'avéreront peu justifiées. Nintendo nous a proposé un film d'animation avec le studio Illumination. Celui-ci reprend la franchise phare du studio de jeux vidéo. Mario, Luigi, Peach, Bowser, tout le royaume champignon et plus encore se retrouvent dans ce film bonbon. Film bonbon car il aligne les références, fait rire, rappelle des heures gravées dans les souvenirs des joueurs. Mario Bros, Mario Kart, Donkey Kong Country, ce sont des jeux qui n'ont cessé d'accompagner les consoles Nintendo sur des générations. Il est donc logique de voir en ce film une œuvre simple, avec une histoire simple et des personnages simples. Mais cela ne lui est pas reproché car l'ADN même de la série Mario c'est le gameplay, l'imagerie et ses personnages cultes. On peut y voir un film vitrine publicitaire, oui, mais un film agréable et qui ne fait pas grincer des dents comme son adaptation précédente. Le pari, bien que risqué, peut être payant. On peut avoir une œuvre qui, par son adaptation live, série ou film, amènera alors de nouveaux joueurs sur ces jeux. Des spectateurs qui auraient envie d'en savoir plus sur l'univers, ou d'anciens joueurs pour qui le film ou la série aura donné envie de se replonger dedans. Cependant, les motivations d'adaptation, pas toujours louables et le travail mal fait, avec une qualité en deçà de ce qui se fait pour un film dit lambda à côté, ne va pas apporter d'œuvre à la hauteur des espérances de beaucoup de fans de ces univers variés. Des échecs retentissants parsèment l'histoire des adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Des films bâclés, des scénarios insipides, des personnages mal caractérisés. Les raisons de ces déboires sont multiples. Parfois, les studios sous-estiment l'importance de respecter l'univers et l'essence même du jeu. D'autres fois, ce sont les contraintes budgétaires et les choix de casting discutables qui plombent le projet. En général, surfer sur un univers déjà bien établi n'assure en rien que le projet filmique soit à la hauteur. Il faut adapter l'histoire aux médias. Le jeu vidéo a des logiques propres à son fonctionnement.
des logiques qu'on ne peut réellement retranscrire en film ou série. Cela serait directement assimilé comme facilité scénaristique, car on n'a pas la même tolérance et la même attente selon le média. L'adaptation des jeux vidéo au cinéma est un processus complexe qui pose de nombreux défis aux réalisateurs. Ces défis sont liés aux différences fondamentales entre ces deux médias, notamment en ce qui concerne l'interactivité, la durée et l'esthétique. Comme énoncé plus tôt, l'interactivité constitue un obstacle majeur. Les jeux vidéo permettent aux joueurs d'explorer et d'influencer l'histoire, tandis que les films offrent une expérience passive. Les réalisateurs doivent donc trouver un équilibre entre la linéarité narrative du film et l'esprit interactif du jeu. S'ajoute à cela la durée. Les jeux vidéo offrent souvent des expériences longues et complexes, ce qui rend difficile leur adaptation en un film de durée limitée. Les réalisateurs doivent donc sélectionner les éléments les plus importants de l'histoire du jeu et les adapter pour qu'ils fonctionnent dans le cadre d'un film. Alors rien de bien différent à l'adaptation d'un livre. Adapter ne doit pas être un copier-coller, sinon l'intérêt est moindre et le résultat pourra être plus facilement indigeste. Il y a aussi l'impossibilité de caser un lore entier dans un film. Même en l'adaptant, on y perdra forcément. J'y reviendrai, mais Warcraft est un bon exemple. En plus de cela, l'esthétique constitue un défi supplémentaire. Les univers visuels de jeux vidéo sont souvent riches et détaillés, mais parfois peu réalistes. Recréer ces univers sur grand écran peut être difficile, d'autant plus que certains éléments esthétiques peuvent avoir du sens dans le contexte du gameplay, mais paraître incohérents dans un film. Il n'y a qu'à voir la plupart des adaptations manga sur grand écran. Ce qui fonctionne en animé ne fonctionne pas forcément en live. Les perruques roses, le kitsch, il y a une ligne très fine entre ce qui passe et ce qui ne passe pas. La preuve, Matrix s'inspire énormément de cette esthétique de combat d'animé, mais le transpose à son média et à son histoire. Dans les années 90, deux jeunes réalisatrices ambitieuses, Lily et Lana Wachowski, étaient fascinées par les possibilités offertes par les nouveaux médias et les technologies émergentes. Alors qu'elles cherchaient l'inspiration pour leur prochain projet, elles découvrirent les animés japonais. À cette époque, les animés commencent à gagner en popularité dans le monde entier. Des films comme Akira et Ghost in the Shell étaient salués pour leur complexité narrative, leur thème philosophique et leur animation époustouflante. Les Wachowski étaient captivés par ces œuvres qui mêlaient science-fiction, action et réflexion métaphysique. Alors inspirées par ces animés, les réalisatrices commencèrent à développer leur propre vision cinématographique. Elles voulaient créer un monde virtuel où la réalité et la fiction se confondraient, où les personnages se battraient pour leur liberté contre un système oppressif. C'est ainsi que naquit l'idée de Matrix. En 1999, le film est sorti dans les salles de cinéma du monde entier. Il a immédiatement captivé le public avec son intrigue complexe, ses effets visuels révolutionnaires et ses scènes d'action spectaculaires. Les influences des animés étaient clairement visibles. La Matrice elle-même était un monde virtuel complexe, rappelant les paysages futuristes et sombres des animés japonais qu'elles avaient pu découvrir. Les combats acrobatiques des personnages inspirés des techniques de combat qu'on retrouve aussi dans ces œuvres du pays du soleil levant. Mais Matrix ne se contente pas de puiser son inspiration dans les animés. Il influençait également le monde de l'animation japonaise. De nombreux animés ultérieurs ont emprunté des éléments stylistiques et thématiques à ce film. Si je m'égare volontairement sur dessins animés et adaptations non officielles, c'est pour rappeler que chaque œuvre tient une inspiration, et que nombre de jeux vidéo sont inspirés d'univers cinématographiques. C'est en cela que certains jeux seraient tellement adaptables en animé, et que d'autres le seraient plus en live. Réussir ou non une adaptation dépend de peu de choses, mais ces choses ont une importance telle que mal exécutées, elles feront tâche et seront alors rejetées complètement et pratiquement unanimement qu'on connaisse l'univers ou non. Pourtant, au milieu des cendres des échecs passés, quelques adaptations brillaient telles des étoiles dans la nuit. Des films et des séries qui avaient su capturer l'essence des jeux dont ils étaient issus, tout en offrant quelque chose de nouveau au public. Ces succès étaient rares, mais ils prouvaient que l'union entre jeux vidéo et cinéma était possible à condition d'être abordée avec respect et créativité. Je peux alors vous citer Cyberpunk Edgerunners, un animé qui a capturé l'essence de son univers avec de nouveaux personnages et qui a redonné envie à beaucoup de monde de jouer au jeu duquel il est tiré. Un jeu qui n'avait pas fonctionné du fait de ses nombreux bugs à sa sortie, lesquels étaient corrigés au fur et à mesure du temps. Dans ce cas, l'adaptation a donné une seconde vie à son œuvre référence, car les personnages sont profonds et qu'on s'y attache étonnamment beaucoup. L'ambiance de l'œuvre et son aura me poussaient continuellement à relancer un épisode. C'est beau de symboles et de questionnements sur l'humain. On explore alors les dangers de la mécanisation du corps avec la présence dangereuse et imprévisible de cette force technologique te remplaçant membre par membre et atténuant ta raison. Car une fois assimilés, ces individus ayant pris goût à ces améliorations de leurs capacités sont transformés en machines de guerre incontrôlables. Ils sont alors éliminés, faisant des dégâts qu'ils n'auraient jamais souhaité engendrer s'ils étaient conscients. On peut aussi parler du film Warcraft, un grand potentiel, mais on se retrouve avec un film qui va installer de nombreuses intrigues pour plus de suite en oubliant de se suffire à lui-même. Comme d'ailleurs le prouve le titre, le commencement, le début, oui. C'est un vaste univers à adapter, mais c'est trop confus pour qu'on soit réellement dedans et malheureusement une suite a très peu de chances de voir le jour. Malgré tout, le monde d'Azeroth est respecté, dans ses moindres détails,
et est présenté par ses décors et ses personnages comme gigantesques de possibilités. Personnellement, n'ayant pas joué au jeu, j'aurais adoré m'attacher à cet univers, mais bien que en jeu les visuels soient satisfaisants, les effets spéciaux très inégaux nous font ressentir un film peut-être trop ambitieux pour son budget. Car passé la découverte, on se retrouve avec des parties bien répétitives comme certaines scènes de combat brouillonnent, d'où l'importance d'adapter des éléments qui font sens et pas trop décousus entre eux, quitte à en voir moins de ce monde, car à vouloir trop en montrer de suite, le film s'est pour moi amputé de possibilités au cinéma qui auraient pu développer ce lore par peut-être une trilogie. Récemment, une série est sortie sur Prime Video. Dans un monde post-apocalyptique où la civilisation s'est effondrée, une série intitulée Fallout prend vie. Les jeux sont à leur support, mais les personnages des jeux ne seront pas les mêmes que dans la série. Elle plonge les spectateurs dans un univers dévasté où chaque décor évoque les tableaux vivants du jeu vidéo. On est emporté par cette esthétique des années 50, moment où l'atomique a asséné son coup sur la surface. Les extérieurs arides et dévastés rappellent la charte visuelle sablonneuse des premières saisons de Westworld, ce qui n'est pas pour me déplaire, avec des touches d'esthétique américaine des années 50 parsemant l'environnement. Mais au-delà de l'aspect visuel, Fallout est un mélange unique d'irrévérence et d'ultra-violence, équilibrant des moments de sérieux avec des ruptures de ton assez fortes. Ce côté décalé très proche des jeux est retranscrit ici et fonctionne car on croit en ces personnages. On avance alors dans la série peuplée de clins d'œil prévisibles au lore de la série, mais ils ne sont jamais trop envahissants. La série adopte un ton déjanté plus proche de Borderlands que de récits post-apocalyptiques classiques. Borderlands qui eux aussi auront droit à leur adaptation dans peu de temps. On retrouve une vraie force dans la narration alternée entre les habitants des abris et les autres survivants. Cela permet de maîtriser le rythme et de gérer le suspense. Certaines réponses à nos questions seront amorcées dans les abris, ou bien de le passé ou avec le personnage d'Emma, et le puzzle se constituera alors au fur et à mesure de leur avancée. Ça ne bouscule en rien le cinéma, mais c'est une œuvre adaptée de jeux vidéo qui le fait bien et qui comprend les codes qu'elle utilise. Pour revenir sur une adaptation qui a pu décevoir, je vais donner la parole à une autre personne, s'y connaissant mieux que moi sur l'adaptation en série des jeux Halo. Salut Gabin, déjà merci à toi de m'accueillir dans ton émission, ça me fait super plaisir. Et effectivement, comme tu as pu déjà le dire, la sortie de Fallout ça a été la preuve qu'une série adaptée d'un jeu vidéo, ça peut être une réussite. Alors on va voir rapidement et sans trop non plus nous étaler, pourquoi pour la série Halo ça n'a pas été spécialement le cas. Alors si Halo c'est encore aujourd'hui un des piliers du jeu vidéo depuis la sortie du premier opus en 2001, c'est grâce à un univers qui est riche, qui est vaste, dans une saga qui pourrait se contenter d'être un bon FPS avec de jolis visuels. Halo nous a offert une histoire, des personnages, des thèmes et des enjeux qui ont captivé des milliers de joueurs, d'où sa popularité encore perceptible aujourd'hui et sa communauté loyale et indéfectible. Alors si je commence par dire tout ça, c'est pour bien insister sur l'importance de l'univers préexistant. Halo c'est une série de 12 jeux, mais également des livres, des comics et même des ARG qui ont suivi la sortie du 5e opus. On peut donc en conclure qu'adapter cette série de jeux peut s'avérer être un exercice difficile. La saga possède une immense quantité, une telle masse d'informations, qu'il est quasi impossible d'être entièrement fidèle à l'œuvre originale sans la moindre incohérence. Alors cela dit, dans le cas de la série Halo, on se retrouve confronté au problème suivant. À quoi la série est-elle réellement fidèle ? Alors déjà, la série Halo est une série qu'on appelle non canon, c'est-à-dire qu'elle ne s'inscrit pas réellement dans l'histoire des jeux. Avec cette série, la Paramount a créé ce qu'elle appelle la Silver Timeline, c'est-à-dire une timeline, une trame narrative qui est séparée de celle des jeux. Et selon moi, la série profite d'être non canon pour se permettre des libertés sur l'adaptation des personnages et d'être inexacte car les réalisateurs ne connaissent pas réellement ou ne comprennent pas réellement l'univers étendu. Une histoire non canon permet généralement de raconter une épopée qui n'a pas de réel rapport avec la trame principale, qui est éloignée de l'histoire et des personnages que l'on connaît bien. C'est notamment ce qu'on peut observer avec Halo Legends qui est sorti en 2010. C'est une mini-série de 7 courts-métrages réalisés par des studios d'animation japonais, dont la Toei et Studio Bones. Ces derniers ont raconté plusieurs petites histoires gravitant autour de l'univers déjà construit et ont introduit nouveaux personnages, nouveaux décors et nouveaux enjeux. Mais rien qui vienne changer ou contredire ce qui a déjà été officiellement établi. Dans la série de Paramount, on est loin du compte. La plupart des personnages que la série adapte, elle les change dans leur personnalité, leur comportement ou leur rôle. L'histoire est maladroite au mieux et catastrophique au pire. On sent que le matériau de base n'est pas maîtrisé du tout, et certaines idées intéressantes ne mènent nulle part. Pourtant, la série possède de superbes scènes d'action, de très bons décors et de beaux effets spéciaux. Dans la forme, on retrouve vraiment ce qui a fait le charme de Halo, son esthétique, et ça ne devait pas être chose aisée, et pourtant, c'est réussi. Et c'est même frustrant parce que parfois quand la série essaye, elle arrive à faire quelque chose de vraiment bien. Et c'est dommage puisqu'on aurait pu se dire qu'il y a un univers où effectivement la série aurait été vraiment bonne. La saison 2 déjà était un bien meilleur essai que la saison 1, même si elle regorge elle-même de défauts. Souvent dans la série ce qui ne colle pas, ça provient du fond et non de la direction artistique, et c'est ça qui en fait une mauvaise adaptation selon moi.
La série reprend certains éléments et événements du jeu pour ensuite les changer. On a l'impression que les réalisateurs ont survolé l'histoire des jeux et en ont tiré des idées sans vraiment les comprendre. Par exemple, le personnage du Major, ou dit Master Chief en anglais, peut souvent être vu sans son casque, ce qui pour quelqu'un ne connaissant pas les jeux n'a rien de normal. Or, les jeux n'ont jamais retiré ou presque le casque du soldat, car c'était ce qui permettait aux joueurs de s'identifier. Il n'est donc pas surprenant que cette décision leur ait déplu, moi y compris. Surtout si, comme l'ont plaidé les réalisateurs, c'était pour permettre de mieux montrer les émotions du personnage. Les jeux ont pourtant réussi pendant plus de 20 ans, et d'autres personnages comme le Mandalorien, Boba Fett dans la trilogie originale, puisque dans la série c'est un peu moins le cas, ou encore Moon Knight pour ne citer que, prouvent bien que manifester des émotions sans montrer un visage est bien possible et même très intéressant. Et même au-delà de ça, on a des changements par rapport à la trame principale qui ne font pas grand intérêt. Des personnages comme Miranda Keyes ont changé de profession, devenant scientifique au lieu de capitaine de vaisseau. Son père Jacob Keyes meurt sur Reach et non sur l'installation 04 comme dans le premier jeu. L'organisme cauchemardesque du parasite est découvert également bien avant les événements du premier Halo. On se demande alors pourquoi la série a voulu créer sur la licence Halo, si au final c'est pour changer tous les éléments qui la constituaient. Il semblerait que Paramount, avec sa Silver Timeline, cherche plutôt à réécrire ce que le jeu a déjà introduit, plutôt que de créer avec ce qui existait déjà. Et je pense que cette décision est le cœur de ce qui n'a pas marché avec la série. C'est une réécriture, non une adaptation. Par conséquent, ce que l'on connaissait a été changé, supprimé ou complètement déplacé. Ce que les joueurs aimaient dans cette saga, ils ne l'ont pas retrouvé dans cette série qui pourtant porte le même nom. Et les seuls éléments récurrents ont été dénaturés, souillant entre guillemets l'image que les fans en avaient. Fallout en un sens est très semblable au jeu de rôle. Son univers ne change pas, mais les histoires qui y sont racontées oui. Et chaque nouveau jeu est un nouveau départ. Par conséquent, la série est en elle-même un nouveau départ, à l'instar du jeu. Malgré sa complexité, Halo reste une histoire très linéaire, et malheureusement la réécrire, c'est avant tout supprimer ce qui existait déjà auparavant. C'est donc un rendez-vous manqué pour les fans de Halo, qui se retrouvent face à une série qui, en elle-même, n'est pas mauvaise, mais qui malheureusement ne rend pas hommage au jeu qu'ils aimaient tant. Je pense que je vais m'arrêter là, il me sera pas possible d'être exhaustif, mais je vous invite à regarder la série et à vous forger votre propre avis, surtout si vous êtes des joueurs de Halo. En ce qui me concerne, je me suis suffisamment étalé, merci encore Gabin de m'avoir permis de participer à ta vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Alors oui, on a vu des films tirés d'une base de jeux vidéo complète sur leur lore, mais il y a aussi des adaptations non officielles, des films très inspirés de jeux vidéo, et qui n'existeraient pas sans eux. Les films inspirés d'univers de jeux vidéo représentent une forme particulière d'adaptation cinématographique qui se distingue des adaptations directes. Plutôt que de simplement reprendre l'histoire d'un jeu vidéo, ces films s'inspirent de l'univers, des personnages ou de l'esthétique des jeux pour créer une toute nouvelle histoire. Deux exemples notables de cette approche sont Tron, de 1992, et Scott Pilgrim. Tron est l'un des premiers films majeurs à lier l'univers des jeux vidéo et celui du cinéma. Il raconte l'histoire de Flynn, un développeur de jeux vidéo qui se retrouve piégé dans un monde virtuel nommé la Grille. Le film utilise l'esthétique des jeux vidéo des années 80 avec des images de synthèse et des références informatiques pour créer une expérience cinématographique unique. Bien que critiqué pour son intrigue simple, Tron est devenu un film culte grâce à son originalité et à son immersion dans l'univers des jeux vidéo. Scott Pilgrim s'inspire également de l'esthétique et de la narration des jeux vidéo, avec plusieurs niveaux représentant les combats de Scott. Le film regorge de références visuelles et sonores à ce média, ce qui lui a valu une place de film culte malgré son échec commercial initial. Ces deux exemples montrent que l'utilisation des éléments du jeu vidéo dans les films peut parler à un large public. Bien que Tron et Scott Pilgrim aient initialement échoué au box-office, ils ont gagné en popularité avec le temps grâce à leur originalité et à leur utilisation intelligente des codes du jeu vidéo. Plus tard, d'autres films tels que Ready Player One ou Free Guy ont depuis prouvé que ce genre peut être un succès commercial dès sa sortie, démontrant l'attrait croissant qu'ont ces adaptations pour le public. Car on connaît tous d'une façon ou d'une autre le jeu vidéo, et ces films feront écho en nous, peut-être même inconsciemment, à ces mécaniques et à la magie qu'ils nous renvoient. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi. Si t'as aimé la vidéo, commente-la. Si t'as aimé la vidéo, mets un like. Si t'as aimé la vidéo, partage-la. Oh, Gabin.co, ça parle de films, de jeux, ça parle sérieux.